Donc, je propose de commencer et d'ores et déjà que mes collègues qui sont avec moi se présentent. Emmanuel, Jean-Michel. Oui, bonjour, donc Emmanuel Graffin. Je suis chargée de développement commercial donc à l'ECIT, une école d'ingénieurs du groupe éducatif de la CCI Paris Île-de-France. Voilà, j'aurai l'occasion d'en dire davantage et je vous présenterai ce soir avec Jean-Michel une formation sur le métier de business analyst, une formation certifiante. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Michel Lemarié, je suis avant tout professionnel de la business analyse et de la conduite de projet. Je travaille dans le groupe industriel Nokia, à la direction informatique du groupe. Et depuis quelques années, donc, comme je suis certifié par l'IBA, donc j'assure des formations en Master 2 et en formation continue en partenariat avec les CIT. Bonsoir à tous, donc, et moi-même, donc Thibaut Trintignac, donc je suis consultant associé dans le cabinet de conseil BPMS et je suis également président du chapitre d'IBA France et j'anime également le groupe d'études pour préparer les certifications de Business Analyse, ECBA, CCBA et CEBAP dont nous reviendrons plus tard. Nous sommes 26, je vous propose de commencer. Donc ce soir, nous proposons un webinaire sur le thème un petit peu du métier de business analyst. Alors, on voit souvent le terme business analyst, mais on va faire l'effort de parler d'analyse métier. C'est la traduction du terme business analyst, hein, analyste métier. Donc nous allons revenir un petit peu sur le métier de business, d'analyste métier. Vous voyez, je commence déjà. D'analyste métier. Qu'est-ce qu'il fait? Également un petit retour sur le nombre de postes d'emploi actuellement en cours. Vous verrez que c'est, on ne sait pas trop dire si c'est un métier nouveau ou pas. On reviendra un petit peu sur cette question. Comment au niveau d'IBA on perçoit la chose? Qu'est-ce qu'on entend derrière la notion de professionnalisation du métier? En effet, il y a une importante association derrière qui s'appelle IBA pour l'International Institute of Business Analysis, qui est représentée dans différents pays à travers de différents chapitres. Et en France, nous avons donc un chapitre France, comme j'ai expliqué, que je préside et avec d'autres bénévoles qui malheureusement ne pouvaient pas toujours être là. C'est du bénévolat, on reste une association loi 1901. Autour de la business analyse et autour de la professionnalisation, on a donc on porte des certifications, donc on présentera ces différentes certifications propres à l'IBA, mais également des certifications euh, comme le CABA qui ont leur poids sur le territoire français notamment. Et on vous présentera cette certification au travers du chapitre 5 en faisant un focus sur le CABA. On verra également les différentes formations certifiantes qui peuvent exister en France. Donc, on regardera très rapidement les organismes de formation présents en France pour vous former à la business analyst dans une démarche avec un objectif d'obtenir une certification ou pas. Et nous conclurons sur les apports d'une certification, à quoi ça sert et comment valoriser cette certification, qu'elle soit une certification IBA ou qu'elle soit la certification CABA. Ce soir, j'ai sans doute beaucoup de business analysts, donc d'analystes métiers, vous voyez, d'analystes métiers. Parmi vous, je suis certain que tous n'ont pas forcément ou le titre de business analyst ou le titre d'analyste métier dans leur fiche de poste, et pourtant, et c'est normal parce que 61% des business analysts déclarent il n'y a que 61% des business analysts qui vont déclarer avoir ce titre dans leur intitulé de poste. En France, notamment, on est beaucoup moins. On appelle aussi les business analysts parfois consultants métiers. On fait parfois le lien ou on le mélange avec le rôle du product owner, des consultants spécialisés. Quand on est autour des démarches processus ou autres, on se retrouve aussi parfois avec ce titre de business analyst ou de consultant
processus. La MOA, qui est l'un des termes les plus répandus en France, ou MOA tout court, analyse fonctionnelle, analyse d'entreprise, etc. Tout cela pour dire que, au final, la business analyse, on ne sait pas encore, on commence à mieux l'appréhender en France, mais pendant très longtemps, ce n'est pas un nouveau métier, hein. Ce métier existe depuis les années 2000, mais en France, on le découvre depuis 4-5 ans avec une augmentation de recrutement d'année en année. Petite vision à date, hein, c'est-à-dire ces chiffres datent il y a à peu près une semaine. Sur Indeed, on voit qu'on a à peu près 7600 offres, annonces d'emploi pour les business analysts, environ 2000 sur LinkedIn. Et quand on regarde sur les autres appellations hein, qu'on a présentées juste avant, on voit que il y a beaucoup, que c'est un poste qui est très, très recherché. Et d'ailleurs, on voit avec les sociétés que non seulement c'est un poste recherché, mais qu'il y a beaucoup de difficultés à pourvoir. En somme, il y a une pénurie des business analysts. Pourquoi? Un petit peu, sans faire du teasing sur la question, parce qu'on mélange un petit peu la compétence du business analyst et, on va dire, son appellation. On vient de le voir, on a d'autres noms qui peuvent être donnés au business analyst. Donc, le business analyst est notamment depuis les transformations digitales, notamment et avec la crise Covid, est un poste très recherché. Très recherché et pas seulement dans des secteurs informatiques. On les recherche un petit peu partout, sur tous les milieux industriels. Alors, certes, dans le domaine du logiciel, dans le domaine des informations, des technologies de l'information, de la communication, c'est un poste clé, mais on le retrouve également aujourd'hui dans les services, dans le secteur banque et assurance, de plus en plus également dans le secteur public également, qui utilise également un autre terme, et lorsqu'on regarde les fiches de poste, on peut dire que c'est des business analysts. Dans du conseil, 10%, hein, ce n'est pas l'endroit où on en recherche le plus. D'ailleurs, le monde du conseil a un peu transformé son appellation de la MOA ou du consultant en le rappelant parfois business analyst. Là-dessus, on voit d'ailleurs que certaines grandes sociétés de conseil elles-mêmes, hein, parfois dites en avance, ont un peu du mal aussi à appréhender qu'est-ce qu'est un business analyst et qu'est-ce qu'il va faire. Hein. Là, j'avais une petite histoire où moi-même, fut un temps, quand je cherchais un petit peu un poste et je candidatais en tant que business analyst à une offre. Et puis, en parlant lors de l'entretien, on me disait, et donc j'expliquais mon métier de business analyst, on me disait, mais non, vous n'êtes pas business analyst, alors, au sens de la société, vous êtes consultant. Bon, vous voyez, on est à peu près alignés parce qu'au final, on fait à peu près les mêmes choses. Et également, dans les services de santé, où également le milieu hospitalier, le secteur de la santé recrute beaucoup de business analysts parce que les enjeux de transformation de ce secteur sont énormes. Où trouve-t-on les business analysts? Un peu partout et j'aurais envie de dire notamment dans les secteurs qui doivent faire face à des enjeux de transformation. Derrière ces enjeux de transformation, la transformation n'est pas que digitale. Hein, on pourra avoir plusieurs transformations. Les business analysts, dans 80% du temps, ils sont en temps plein, ils sont recrutés en temps plein avec des moyennes internationales. Alors, c'est un des métiers où vous verrez le sexe féminin est mieux rémunéré que le sexe masculin. Les femmes sont mieux rémunérées que les hommes. Avec 3 à 5 ans d'expérience, nous sommes à un salaire annuel de 66 000 $ contre 72 000 $ pour les femmes. Beaucoup d'opportunités aussi pour les business analysts, hein, notamment en fonction de leur expérience. Hein. Il est vrai que souvent, quand on présente le business analyst, notamment dans certaines sociétés, hein, il y a encore peu, je faisais une formation moi-même au sein du Crédit Agricole, où j'expliquais au final le métier. On m'a fait la réflexion, mais en fait, c'est une mouton à 5 pattes. Alors, je disais oui ou pas. Disons qu'on va le métier va nécessiter des compétences, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être non plus expert dans toutes ces compétences. Et quelque part, toutes les compétences nécessaires à la pratique de la business analyse
on les a tous un petit peu. Pourquoi? Parce qu'également, on est tous business analysts. On verra plus tard qu'est-ce que faire de la business analyst, c'est devoir faire des choix, étayer ces choix, les justifier. Et ça, vous le faites constamment dans votre quotidien. Quand vous achetez une voiture, quand vous devez déménager ou autre, vous êtes amené à faire des choix et vous allez choisir en fonction de certaines exigences et autres. Donc, la business analysis part de ces grands principes. En France, sur ces aspects salariales, on est à peu près sur 32 à 38 000 euros pour des personnes, disons, juniors, de 0 à 2 années d'expérience, pouvant aller jusqu'à, encore je mets 90K, mais la réalité étant parfois jusqu'à du 120 000 euros annuels hors prime pour des profils relativement seniors et certifiés. Et nous reviendrons là-dessus. Alors, la business analysis, qu'est-ce que c'est? Le BABOK le définit comme étant la pratique qui va permettre le changement dans une organisation en définissant des besoins et en recommandant des solutions qui apporteront de la valeur aux parties prenantes. Sur cette base, tout business analyst va avoir 6 concepts qu'il va appréhender. À chaque initiative, une initiative peut être un projet, un produit, c'est tout élément dans lequel le business analyst, l'analyste métier va devoir entrer et pratiquer lui-même de l'analyse métier. Ces 6 concepts qui sont la réponse à un besoin qui va impacter, qui va provoquer un changement ou un besoin qui lui-même est provoqué par une nécessité de changement, la transformation digitale, ou les enjeux de transformation écologique, amènent l'entreprise à devoir capter et identifier de nouveaux besoins, à répondre et à apporter de nouvelles solutions. Ces éléments, ce changement, ces besoins, ces solutions vont être réalisés dans différents contextes. Et il faut que ces solutions apportent de la valeur, comme le changement, comme les effets de changement, pour les différentes parties prenantes de l'initiative. Au travers de ces 6 concepts, vous êtes en capacité de pouvoir expliquer et travailler sur déjà, est-ce que mon projet ou le changement, mon initiative est utile? On peut déjà challenger à partir de ces 6 concepts une initiative en l'intégrant et en la raisonnant au travers de ces 6 concepts. La business analyse reprend ces différents concepts, mais également il y a une compétence clé que j'aime bien dire, qui est la compétence de l'élicitation. Alors souvent, l'élicitation est un terme que peu de gens connaissent, qu'on ne reconnaît pas toujours. La notion d'éliciter est un terme très particulier, notamment sur l'ingénierie des exigences et l'analyse de besoins. Il revient, il faut l'imager comme l'effet de devoir tirer quelque chose, de faire sortir quelque chose qui n'est pas forcément dit intuitivement, qui est dit facilement. En effet, souvent, lorsque vous travaillez avec des parties prenantes, lorsque vous avez discuté parfois par rapport à des problèmes, même dans votre vie de tous les jours, la manière de répondre à ce problème va être formulée par un prisme solution, ce qui va en fait fausser le besoin. On parle souvent sur ces éléments d'élicitation, l'histoire du pull, de la laine et du mouton, où une personne qui dit « Ah, j'ai froid », on va lui proposer immédiatement un pull. Mais est-ce qu'on a du pull? Est-ce que des personnes ou une société qui aurait des problèmes, est-ce qu'on va plutôt chercher à l'apprendre à élever des moutons et à fabriquer elle-même ses pulls ou à lui vendre des pulls? Donc voilà, c'est des exemples un petit peu pour répondre à une vraie problématique, à comprendre et à tirer un petit peu le vrai problème et faire émerger le vrai besoin. Pour la petite histoire, derrière les citations, on l'avait, des personnes l'utilisaient beaucoup, c'était les espions qui avaient pour but de arracher de l'information pour pouvoir la ramener. Et donc, eux-mêmes sont assez à l'aise avec le terme et la compétence d'élicitation, faire parler et faire sortir quelque chose qui ne va pas forcément être dit. J'aime bien dire qu'on élicite un besoin pour ensuite élucider, au sens résoudre un problème. On est sûr de bien résoudre le problème à partir du moment où on a bien élicité le besoin. Ce sera également, on le voit pendant très longtemps,
On parlait du taux d'échec des projets, hein, même encore maintenant, à peu près 65 à 70% des projets sont souvent considérés comme étant en échec, hein. Alors, qu'est-ce qu'un projet en échec, hein? C'est un projet qui finit par livrer quelque chose, mais après avoir peut-être dépensé le double de ce qui était prévu, après avoir explosé euh, les temps qui étaient alloués, après avoir occupé les parties prenantes parfois et souvent de manière inutile, sans faire vraiment travailler et faire sortir quelque chose. Donc tout ça, en fait, sont des causes d'échec. On peut, ça ne veut pas dire que le projet n'a rien livré. Il a livré des choses qui, au final, ont été très dures à livrer, ont explosé et qui ne correspondent pas toujours aux besoins. Et puis, ben, on est un peu dans une société où les choses vont vite, hein. Donc, quand vous mettez beaucoup trop de temps à sortir quelque chose, vous pouvez à peu près être certain qu'au moment où vous le sortez, ben, il est déjà peut-être obsolète par rapport à ce que vos concurrents proposent. Et donc, le business analyst, dans cette compétence, va avoir un positionnement assez particulier parce que c'est également un rôle qu'on peut retrouver à toutes les strates de l'entreprise. On le retrouve beaucoup au niveau de l'informatique, hein. On dit souvent que c'est même un facilitateur entre le métier et les services informatiques, mais le business analyst, l'analyste métier, peut être également du côté de métier. Le business analyst, l'analyste métier n'est pas, comme je le disais, uniquement dans des enjeux informatiques, il peut être également dans des enjeux environnementaux, hein. Son intérêt ou sa compétence va être remarqué, va être nécessaire à partir du moment où il y a un enjeu de répondre à des besoins, à des problèmes, et d'amener et de devoir justement amener au travers d'initiatives un changement dans un contexte particulier. Et donc cela, ça peut venir dans toutes les strates et dans toutes les organisations, dans tous les services d'une société. Il peut être également en assistance auprès du top management. Souvent, là, j'expliquais que peut-être que moi, je verrais bien souvent d'enlever le rôle d'assistant parlementaire et de mettre des business analysts à la place. Et je me dis parfois, on aurait des politiques, on aurait une politique beaucoup plus efficace de manière générale. Car en effet, le business analyst, de par son positionnement, doit rester neutre. L'enjeu du business analyst est de donner toutes les pistes, toutes les solutions, sans être lui-même partie prenante, pour que les bonnes solutions soient, pour que les bonnes décisions soient prises. Ce métier a beaucoup, et également, on le disait en introduction, a un peu changé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on voyait des postes, on regardait les fiches de poste autour de la business analyst. Les business analysts, quand on regardait un petit peu qu'est-ce qu'ils devaient faire, hein, ils étaient dans du cadrage, puis ensuite ils allaient, on fait un petit peu de cadrage, pas beaucoup, hein, puisqu'en général ils intervenaient, le projet était déjà arrêté, ils ne participaient pas à la question est-ce que le projet va apporter de la valeur, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. En général, le business analyst intervenait, le projet était déjà acté et on allait le faire. Et donc, il refaisait un peu de cadrage, on va dire du cadrage propre à de la démarche projet, mais pas de la cadrage, disons, de business analyst en tant que tel. Il travaillait beaucoup sur les licitations, il interrogeait les parties prenantes, il allait de là sortir des exigences, gérer un périmètre d'exigence, et à côté de ça, une fois qu'on était dans des phases de développement, post-développement, gérer les tests, voire parfois même les exécuter. Aujourd'hui, le business analyse, c'est intéressant de voir, la France est en train de gagner en maturité sur cet aspect, va plus loin. C'est-à-dire que le business analyse, on retrouve toujours ses compétences d'élucidation, mais il va éliciter au travers de ce qu'on appelle l'idéation. C'est-à-dire qu'il va chercher à capter des idées pour pouvoir les compiler un petit peu ensemble pour lui donner un petit peu du sens, qui va ensuite challenger au travers de ce qu'on appelle une vision 360. Une vision 360 sera une définition du besoin, une revue du besoin, évaluer l'intérêt à faire, le risque à faire et le risque à ne rien faire, hein. Évaluer c'est qui les parties prenantes qui seront impactées par peut-être ce changement, cette initiative. Et il va surtout commencer à travailler sur, si on le fait, quelle est la valeur, comment on va valoriser, qu'est-ce qu'on va améliorer au sein d'une organisation ou grâce à cette initiative. Et donc, on va travailler sur une valeur estimée. Pour arriver à ce résultat, il va travailler sur différents scénarios, option 1, option B, plan A, plan B, etc., qui va ensuite amener à devoir conceptualiser, c'est-à-dire faire de l'ingénierie d'exigence, hein, sortir toutes les informations utiles pour chacun des composants, pour une solution ou les composants de la solution,
pour ensuite prioriser et piloter ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas, et ce qui a de la valeur et ce qui n'en aura pas. Dans la manière dont il va aborder également ces principes de solution, et là on le voit beaucoup avec les démarches agiles, hein, avec les backlogs, il va participer en recoupant en plus petits morceaux pour définir qu'est-ce qu'il va lancer en développement, qu'est-ce qu'on va livrer, etc. Et comment on va vérifier que les éléments livrés sont bons en planifiant donc des tests. Donc là, il aura une gestion de test plutôt d'encadrement du test, mais pas d'exécution du test. Hein. Un point clé, un business analyst n'est pas un testeur. Il va ensuite suivre la livraison et une fois qu'on aura un élément de livré, il va avoir une valeur, il va estimer la valeur livrée et va pouvoir la comparer par rapport à la valeur estimée. Au-delà de ça, également, par rapport à cet enjeu de valeur, il va comparer une valeur lui-même perçue, la valeur estimée et la valeur livrée, mais également la valeur perçue donc en interne, mais également une valeur perçue par rapport à ses clients. Et donc, un des enjeux également, c'est de diminuer l'écart qu'il va y avoir entre la valeur perçue de ce que l'on a fait en interne et la valeur perçue de son client. Très souvent, dans l'entreprise, on trouve que ce qu'on a fait est génial, on le met sur le commerce et en fait, il n'y a pas de client en face. Donc, ça veut dire que les clients ne trouvent pas ça génial. Donc, le rôle du business analyst est également de travailler à diminuer cette valeur pour faire en sorte que les éléments, ce que l'on fait, ne va pas être fait inutilement. C'est-à-dire, il va chercher à être garant de la valeur et à s'assurer qu'on ne gaspille pas des ressources. L'ABA, la business analyse, hein, donc dans la démarche projet, on le dit à travers, va intervenir en amont même des décisions de est-ce qu'on se lance ou pas le projet. Il va challenger ou pas le projet. Est-ce vraiment utile de le faire? Et pendant le projet, il va peut-être être là pour coordonner les parties prenantes, sortir les exigences, participer et encadrer les tests, mais surtout, il va être sur l'après-projet. Il va travailler à ce que le projet puisse bien être intégré dans le passé, réussir le passage du mode projet au mode pérenne. Il va s'assurer que la valeur a bien été au rendez-vous. Également, en 2021, tous ces projets ou produits ont également d'autres enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à concevoir des choses rapidement, on cherche à concevoir des solutions qui soient des bonnes solutions d'un point de vue ergonomique, c'est-à-dire utilisables, faciles. On parle des UX, hein, c'est là où on mettra un petit peu le product owner. Qu'elles soient donc conçues rapidement, c'est l'affaire du chef de projet, et d'avoir une solution qui soit dans son ensemble bien conçue et conçue intelligemment et qui va répondre bien en termes de valeur, en termes de besoins, à ce qui motivait le fait qu'à un moment donné, vous ayez un sponsor qui était d'accord pour mettre des ressources sur la table pour lancer quelque chose. Aujourd'hui, une bonne solution est autour de ces trois périmètres. C'est la partie bleue au centre que l'on voit, c'est une bonne solution se trouve ici. Donc, on voit que dans des démarches projet ou orienté produit, le business analyst, le project manager, le chef de projet et le product owner sont du coup trois rôles nécessaires pour proposer une solution qui va apporter de la valeur et qui sera utilisable et utilisée. Pour travailler sur est-ce que c'est intéressant d'y aller, on a, je l'avais abordé, la vision 360 qui va avoir pour principe de chercher à caractériser ou formuler le problème ou l'opportunité. Hein. Le business analyst n'intervient pas que dans des problèmes, il peut aussi également intervenir pour saisir des opportunités et les transformer pour valoriser et sortir quelque chose de plus intéressant. Uber, par exemple, ont eu une opportunité quand ils ont sorti le service. Ils ne répondaient pas en soi à un problème vraiment. En tout cas, je ne pense pas que les gens à ce moment-là trouvaient que c'était un problème. Par contre, il y avait une opportunité, c'est-à-dire qu'on avait des technologies, on avait des éléments, et à côté de ça, quelque chose qui n'est pas forcément top, mais qu'on allait sans doute trouver nettement mieux une fois que le service allait être sorti. Et ce qui a été le cas, et c'est ce qui a justement fait le succès de Uber. Identifier le périmètre, hein, qu'est-ce que on est dans un monde relativement complexe, hein, comment on évite de ne pas tomber, comment on fait en sorte de ne pas tomber dans cette complexité, c'est en le découpant
un plus petit périmètre. Évaluer le risque à faire ou à ne rien faire, identifier les objectifs. Pour cela aussi, réaliser une analyse SWOT pour comprendre aussi d'où on part. Et lorsqu'on sera dans des phases de scénario, reprendre cette analyse SWOT pour comprendre quelles sont les opportunités qu'on va peut-être créer et les nouvelles opportunités qu'on va créer en créant cette solution, ou peut-être identifier les risques ou les menaces, éliminer les risques ou les menaces qu'on va pouvoir éliminer en implémentant cette solution. Identifier les différentes parties prenantes qui sont liées à cette initiative, évaluer les parties prenantes pour comprendre quels sont leurs poids, comment ils sont impactés, également commencer à voir si par rapport au projet, quels sont le temps qu'ils vont pouvoir, quel est le temps que les parties prenantes vont pouvoir allouer au projet, et en fonction de cela, travailler sur les techniques d'élicitation. Identifier les différents composants de solution, quelque part, ça on le fait tous également un petit peu, hein, un composant de solution, c'est une brique unitaire dans la solution. Quand vous voulez changer de voiture et que vous vous dites je veux passer sur une voiture plus grosse, bon, ou vous avez le garage qui est déjà prévu pour, et c'est tant mieux, ou il va falloir peut-être travailler sur le garage. Vous voyez, le garage est une composante de votre solution parce que vous êtes en train, votre solution, si vous avez un besoin, c'est changer la voiture. Votre solution, c'est d'acheter une nouvelle voiture. Et autour de ça, pour pouvoir acheter la voiture, il y a d'autres contraintes, disons, sur lesquelles vous allez devoir travailler. Donc, ils deviennent eux-mêmes des composants de la solution pour que cela apporte de la valeur et que cela apporte de votre satisfaction. Identifier donc les différentes ressources que vous allez devoir utiliser ou parfois même acquérir, hein, c'est ce que la transformation digitale nous apprend, hein. On doit parfois acquérir des nouvelles compétences. On peut le voir actuellement, hein, avec l'Union européenne qui prend des décisions et des objectifs de faire de la voiture électrique d'ici 2030, hein, où les constructeurs automobiles, le secteur automobile explique qu'ils vont devoir acquérir des compétences parce qu'il y a un certain retard européen qu'il va falloir justement récupérer, ramener en Europe dans certains cas. Et donc, justement, sans ça, on ne peut pas imaginer pouvoir faire une voiture d'ici 2030. Donc, en tout cela, ce sont des éléments de capacité qui vont venir, qui sont liés à vos composants de solution. Identifier ces différentes valeurs et à partir de tout ça, tout mixer et fournir des scénarios. Les scénarios pour dire, pour répondre à ce besoin, on peut avoir un scénario A, un scénario B, un scénario C. Dans le cas du scénario A, c'est peut-être le moins cher. Je réponds partiellement aux besoins, mais j'y réponds. Hein. Là-dessus, dans les projets, hein, il y a les grands discours qui disent vaut mieux 80% maintenant que 100% jamais. Aussi. Donc, travailler sur des scénarios et voire même des scénarios de montée en charge. Hein. Il m'est arrivé de travailler dans des projets où on commençait à livrer 60% de la solution dans les 2 années après le départ du projet, mais on savait que les années qui allaient venir par la suite, on allait arriver sur les 100%, sachant qu'au travers des 60%, on pouvait justifier l'intérêt et la valeur du projet pour voir si on devait dépenser pour aller vers les 100%. Aussi, pourquoi cette démarche est intéressante, c'est qu'à un instant T où on peut concevoir une solution, peut-être qu'on peut avoir des problèmes technologiques, on identifie qu'un des composants de notre solution va utiliser une technologie qui n'est pas forcément encore maîtrisée, j'aurais envie de dire l'IA par exemple, dans certains cas. Et donc se dire, au lieu de se retrouver avec une solution qui aura un budget relativement important, essayer de compenser ce manque en répondant immédiatement à des besoins et d'isoler un petit peu ce composant pour répondre dans un second temps lorsqu'on aura une meilleure maîtrise tant de la technologie comme de son utilisation que l'on pourra faire en interne. Et donc, on a 3 rôles impliqués dans tout cela, le project manager, le business analyst et le product owner, mais où les rôles vont aussi travailler et vont parfois un peu se marcher dessus. C'est-à-dire que certaines tâches ne sont pas attitrées au business analyst ou au project manager ou au product owner. Certaines tâches peuvent être réalisées de manière ou collaborative, telles que travailler sur une stratégie produit ou des cas métiers ou rédiger des stories. Ça peut être ou le business analyst qui le fait ou le business qui le fait avec le product owner ou le product owner qui le fait et le business analyst qui va les vérifier parce que le business analyst, quoi qu'il arrive, c'est toujours celui qui sera le plus proche souvent des clients et donc des parties prenantes et donc qui va un peu pouvoir travailler avec eux.
Travailler sur la maîtrise du périmètre, travailler sur le cas d'entreprise ou des aspects de modélisation ou de proposition d'options ou de scénarios. Ça, on peut le travailler avec le project manager. Au final, pour réussir un projet, pour réussir une initiative, on voit qu'aujourd'hui, 3 rôles sont impliqués, avec tous des compétences un peu différentes, des responsabilités plutôt différentes. Le project manager, sa responsabilité est de faire le produit à temps, avec les ressources qu'on peut allouer. Le business analyst de faire un produit correct, qui s'intègre bien, qui est bien, qui répond bien aux besoins et qui va bien délivrer de la valeur. Et le product owner, sa responsabilité qui étant plutôt autour d'un produit plutôt bien conçu, intelligible, qui va en fait autoporteur, qui va pouvoir être utilisé derrière. Pour aller plus loin sur ces aspects-là, hein, pour qu'est-ce que fait vraiment la business analyse, plusieurs livres de référence, donc naturellement le BABOK, qu'on présentera tout à l'heure, qui est le Business Analysis Book of Knowledge, ainsi que le livre Les fondamentaux de la business analyse de Alice Swatchy, qui tient le blog Best of Business Analyst, et le livre Maîtriser les techniques de la business analyse, qui est le premier livre parlant de business analyse directement écrit en français et non traduit de l'anglais. Et toute une autre collection autour de l'analyse d'entreprise et de la business analyse qui est plutôt focus sur certains périmètres des aimants. Alors, la professionnalisation du métier, derrière la business analyse, une association professionnelle s'est montée, hein, l'International Institute of Business Analysis, qui a été créée en 2003. C'est une association professionnelle n'étant pas à but lucratif, et qui œuvre dans le domaine de la business analyse, mais également avec d'autres, toutes les disciplines, disons, connexes, qui pourraient être l'architecture d'entreprise, l'architecture métier, les chefs de projet, le product owner, etc. L'IBA défend également des valeurs d'écoute, hein, des valeurs d'attention, des valeurs de vérité également. Nous n'allons pas chercher à vendre pour vendre. Ce qu'on disait, ça revient à la qualité du business analyst, être transparent et neutre, et favoriser le travail ensemble, favoriser ces éléments-là. IBA, c'est à l'heure actuelle plus de 29, pour ne pas dire même 30 000 membres au total, une présence dans plus de 120, avec 120 chapitres et une présence dans plus de 40 pays, et 300 entreprises partenaires. Donc, en France, on a des sociétés comme Orange, par exemple, qui sont membres partenaires, et également plus de 240 membres, partenaires académiques, dont par exemple le SIE IT en France. IBA, donc en termes d'association, propose des services et va proposer, participe à la reconnaissance du métier et des compétences de la business analyst, ceci en proposant des certifications qu'on verra tout à l'heure, mais également on vous propose des outils pour pouvoir faire un point sur où est-ce que vous en êtes dans votre carrière et quelles sont les prochaines étapes, comment vous pouvez évoluer, etc. Il propose également des outils et ainsi que des certifications un peu plus spécialisées, c'est-à-dire quand est-ce que sur des domaines plus spécialisés où la business analyst va intervenir, par exemple la cybersécurité, l'analyse de données dans des démarches agiles, ou comment le business analyst accompagne l'organisation à passer d'une organisation orientée projet à une organisation orientée produit. Alors c'est beaucoup, hein, en France, on commence à le voir un petit peu, beaucoup dans le secteur bancaire. Aux États-Unis, on en a beaucoup, quand même aux États-Unis, ou même sans aller trop loin, en Espagne ou en Italie, ou beaucoup dans les pays Balkans, parce que les pays Balkans sont très en avance par rapport à ça sur les aspects analyse métier. On voit justement toutes ces organisations qui sont en train le mode projet est en train de disparaître, le rôle même de chef de projet est en train de disparaître au profit du product manager ou du product owner également. IBA édite également le BABOK, qui est le Business Analysis Book of Knowledge, qui est un petit peu le guide de connaissances de la pratique de la business analyse, qui revient donc ces 6 domaines de connaissances, le modèle de concept que j'ai présenté tout à l'heure, une présentation de 50 techniques et méthodes couramment ou généralement utilisées par les business analyses, et ainsi qu'une démonstration de mise en pratique d'une certaine manière de la business analyse
dans 5 typologies d'initiatives qui sont le développement de logiciels, donc là, l'information technologie, les démarches d'architecture d'entreprise avec TOGAF, etc. Comment le business analyst intervient dans les projets agiles, la business analyst dans un projet plutôt orienté processus et le business analyst dans une approche plutôt business intelligence, donc orientée data et manipulation des données. Le BABOK également, donc on revient sur les 6 connaissances, hein, il présente les 6 grandes connaissances, pour ne pas dire compétences de la business analyse, qui sont un petit peu, donc c'est un guide qui va présenter ces 6 chapitres d'une certaine manière, sachant qu'ils ne sont pas, ce n'est pas un processus, on ne fait pas le chapitre 1 et ensuite on passe au chapitre 2, hein. Tout est un peu pour revenir en fonction de son contexte, c'est-à-dire on peut commencer, le business analyst peut travailler par rapport à une des compétences, à travailler sur comment est-ce qu'il va planifier son intervention, ce qu'il va faire. Il va commencer à travailler à analyser la stratégie de l'entreprise, à faire de l'analyse stratégique, de l'entreprise, du service, du produit, enfin, à faire une analyse stratégique. Il peut voir que par rapport à cette analyse, il peut revenir comme quoi peut-être qu'il va devoir adapter sa planification de son intervention. Donc, ensemble, tout ça, on peut toujours revenir de l'un à l'autre de chacune de ces compétences qui elles-mêmes conduit et détaillée au travers de différentes activités. On reconnaît donc 6 grandes connaissances qui sont donc la planification et comment est-ce que le business analyst prépare son intervention. Là-dedans, dans ce chapitre, on va, par exemple, on va voir que on ne va pas réaliser un atelier d'élicitation quand on a 10 parties prenantes à l'atelier et quand on en a 2. On ne va pas utiliser les mêmes techniques. Les techniques vont être différentes en fonction également du projet, en fonction de la culture, etc. Donc tout ça, ça demande mérite à être planifié. Le business analyst n'arrive pas dans un atelier parce qu'il a vu de la lumière. Comment est-ce qu'il va travailler avec la stratégie d'entreprise, comment il va l'utiliser, comment il va pouvoir un peu mieux comprendre comment il va lui-même évaluer la valeur de l'entreprise. Ensuite, comment il va travailler à éliciter et collaborer avec les parties prenantes pour pouvoir sortir des exigences qu'il va ensuite devoir gérer le long du projet. Et comment ces exigences vont permettre de lui apporter, de tirer, de conceptualiser une solution. Et une fois que cette solution est conceptualisée, comment il va s'assurer et évaluer qu'elle répond bien aux besoins. Donc, ensemble, le BABOK intègre, va parler de ces différentes approches, pas de manière itérative, hein, étape 1, étape 2. Tout élément va un peu rentrer les unes par rapport aux autres. Sur ce sujet, IBA édite également de nombreux autres documents, donc le BABOK notamment, mais également tout le modèle de compétences, hein, pour pouvoir vous-même vous évaluer par rapport à un chapitre, par rapport à des compétences humaines, les soft skills ou les compétences sous-jacentes. Également, comment vous-même, demain, vous êtes manager et vous avez des business analysts, comment manager des business analysts pour essayer de comprendre ce qu'eux ils font et vous-même, justement, avoir une collaboration pertinente. Comment passer de la stratégie à la mise en opération de cette stratégie. Comment le business analyst travaille dans un milieu agile avec l'agile extension. Les liens qu'on peut retrouver entre la business analyst et la cybersécurité, en effet. Alors là, c'est un exemple très intéressant parce que la cybersécurité est quelque chose d'extrêmement technique, très technique. Et là, dans cet exemple, en fait, on cherche à voir on montre d'une certaine manière que le business analyst prend tout son sens parce qu'il doit expliquer au top management ce dans quoi il est en train d'investir, donc quelque chose de très technique, et or le top manager, le manager ne parle pas sécurité informatique. Donc là, on a un rôle vraiment très pur business analyst qui est de facilitateur, de faire comprendre à celui qui finance qu'est-ce qu'il achète en fait et qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, et je l'ai dit, le business analyst dans les démarches produits. Le chapitre français, hein, qui a été créé en 2007, bon, tous les chapitres ont un petit peu le même rôle. Nous animons notamment la communauté locale des analystes métiers, un peu partout en France. On offre un cadre local, on organise des éléments ou des rencontres où les business analysts peuvent se retrouver, etc.
Nos grandes activités, donc avec le Covid, on en a eu beaucoup moins, même si on a beaucoup fait de webinaires, mais généralement, on fait également des after-work. Les dernières fois, l'un de nos derniers after-work avait été celui dans une cave à vin, chez un caviste. Et l'idée aussi, derrière les after-work, c'est de travailler un petit peu sur des problématiques. Et donc, l'enjeu de l'after-work, la thématique était autour du vin et avec une question, c'est quels sont les changements que provoque la transformation digitale et la transformation de notre société pour un caviste. Est-ce que le caviste, ce qu'il faisait aujourd'hui, il devra continuer, le métier ne va-t-il pas changer? Et donc, on avait un raisonnement en utilisant un petit peu des approches et des techniques de business analysis. On accompagne également les écoles et les universités dans la mise en œuvre de leur cursus autour de la business analyse. Et également, nous sommes en cours pour travailler avec France Compétences pour faire reconnaître les certifications corps de IBA pour les faire financer par France Compétences. Justement, les certifications, il y en a 3 principales qui sont autour du métier même de la business analyse, qui sont ECBA, qui attestent une connaissance du BABOC, et 2 autres certifications qui vont plutôt attester à la fois une connaissance, mais également une expérience de 3 ans pour ces CBA et une expérience de 5 ans pour CBAP. Un certain nombre d'heures est nécessaire pour chacune de ces 2 certifications. Elles sont entièrement réalisées à distance et dans le cadre de CBA, vous pourrez d'ici décembre la passer également en français. IBA, IBA France et le site IBA, on vous donne également des chemins pour pouvoir vous-même vous évaluer, pour pouvoir orienter comment travailler et comment préparer votre certification. Par exemple, sur les compétences humaines, sur les soft skills, donc underlying competencies, vous allez pouvoir vous évaluer au travers de 4 niveaux, qui est du je connais à je suis un expert, etc. Et comme je l'ai introduit tout à l'heure, comme j'en parlais, IBA porte également 4 autres certifications. La dernière étant le Product Ownership Analysis Certification, qui est une certification qui marche actuellement très très bien parce qu'elle explique un petit peu le rôle du business analyst dans une démarche agile, mais également elle explique comment le business analyst va permettre ou aider l'organisation à passer d'une organisation en silo à une organisation orientée produit. Et donc, vous comprendrez qu'avec les enjeux actuels et les transformations que l'on connaît, etc., cette certification il fait partie des premières du genre parce que les autres sont plutôt dans vraiment la pratique de la démarche produit, quand elle explique vraiment prendre la hauteur sur l'organisation et comment l'organisation est impactée. Les formations certifiantes en France, si vous souhaitez vous former, mais en fait, vous allez sur le site IBA, vous allez pouvoir vérifier votre éligibilité, vous allez préparer et compléter votre dossier. Dans le cas où vous devez justifier votre expérience, vous allez devoir compléter un certain nombre d'heures de développement personnel pour ces CBA et CBAP qui seront ensuite validés. Et une fois que votre dossier a été validé et éligible, vous allez pouvoir vous inscrire et passer à la certification. Tout le reste sera totalement en ligne. Vous choisissez la date de votre examen, etc. Sur ces certifications, un élément important, ne croyez pas, dans le cas où vous êtes dans des certifications corps, que cette préparation, vous faites une formation et vous pouvez vous faire certifier. Ça, en tout cas pour les CCBA et CBAP, cela demande un peu plus de rigueur. Cela demande notamment de se faire un peu coacher, de se faire accompagner avec votre formateur ou avec vos pairs. C'est là où IBA France prend également de l'importance. Nous accompagnons des personnes qui cherchent à se faire certifier au travers de nos groupes d'études, etc., qui sont des lieux d'échange pour mieux comprendre les bonnes pratiques, le BABOC, etc. Le projet de certification est un projet généralement au moins, dites-vous, sur 3 à 6 mois. Ne croyez pas l'organisme de formation qui vous dira vous faites une formation de 3 jours et vous vous formez à CBAP et vous pouvez passer CBAP. Vous aurez juste perdu 5 000 € dans l'histoire. Comprenez que c'est bien un projet personnel et donc vous devez vous-même organiser votre temps personnel pour préparer votre certification. Dans le cas du CABAP, je précise, on est quand même plus sur un niveau un peu plus de CBA où on est plus sur une approche. On n'est pas dans l'attestation de l'expérience. C'est là l'élément important.
CCBA et CBAP attestent une expérience. Et donc, la rigueur, vous imaginez, est beaucoup plus importante que si vous préparez la certification de premier niveau qui, en fait, valide une connaissance. Quelques labels également en fonction des organismes par lesquels vous passez. On a 3 labels principaux qui sont le IBA Academic Program Member, qui en fait, l'organisme est partenaire, il est membre du programme académique IBA, et donc toutes les formations et tous les masters sont alignés avec l'approche de IBA. IBA Endorsed, ce sont des organismes de formation qui sont validés par IBA en termes d'esprit, en termes de cours, et comme quoi ce qu'ils vont vous raconter, ce qu'ils vont vous expliquer, ce à quoi ils vont vous former, est bien dans l'esprit de la business analysis défendue par IBA et dans cette déontologie et cette éthique. Et ensuite, notre logo pour IBA France, où nous sommes tous nos organismes partenaires. Hein, on a beaucoup d'organismes partenaires, où nous avons un petit peu quand même vérifié ce qui est raconté, que la formation, à l'arrivée, vous faites bien de la business analysis et pas autre chose. Pour se former en France, on en a parlé, le SEIT qui va prendre la parole juste après. J'ai un petit peu de retard par rapport à ce qu'on disait. Également l'IAE de Clermont pour la formation universitaire. Donc là, vous n'avez pas de master spécialisé ou autre. C'est plutôt, vous avez l'occasion de passer la certification ECBA dans le cadre du master projet innovant. D'autres organismes tels que Best of Business Analysis, où vous allez pouvoir vous former à la business analysis et en suivant les cours, obtenir des points dits de PDU que vous pourrez réutiliser pour passer votre certification. Nos partenaires historiques qui sont ensuite Certu, SmartGecko et BPMS qui vous proposent de vous former de vous former pour passer vos certifications. Et le SEIT, comme j'ai dit, qui vont se présenter eux-mêmes. Je donne la parole maintenant à Emmanuel qui va justement se présenter. Oui, merci Thibaut. On a quelques questions, donc on y répondra voilà, tout à l'heure, après, à la fin de la présentation, mais je les ai notées. D'accord. C'était pour te prévenir. Donc voilà, SEIT, qui nous sommes? Tu peux passer la slide, voilà. Alors, nous sommes en fait une école d'ingénieurs, comme je disais tout à l'heure, du groupe de CCI Paris Île-de-France Éducation. En fait, l'école forme par les voies de la formation initiale et de la formation continue à l'ensemble des technologies numériques. Les formations qui sont proposées par l'école sont organisées sur 4 campus, donc vous les voyez là. On a donc un campus à Pontoise, un autre à Cergy, et puis également à Paris-Champéry et Montigny-le-Bretonneux. Ces formations que nous proposons, elles sont adressées à environ 1300 élèves par an. Nous formons chaque année 1300 élèves et donc nous avons formé plus de 12 000 professionnels de l'IT depuis la création. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, SEIT, formation initiale et formation continue. Donc, en fait, on propose des formations académiques et métiers pour tous. L'objectif est de se former tout au long de sa vie aux enjeux du numérique, dont la business analyse. Donc, sur une partie 1 du slide, bien sûr, vous voyez l'école qui propose des formations en apprentissage, 100%, dans 4 grands domaines, la domotique, transformation numérique, informatique et robotique, des formations qui vont du post-bac à bac+5. Voilà, et l'école, donc SEIT, propose également un programme Executive Education de formation continue. Donc, c'est 55 programmes sur les 7 grandes thématiques, voilà, que vous voyez. Donc, bien sûr, la gestion de projet, la business analyse, mais aussi le numérique responsable, la cybersécurité, la transformation numérique, le développement web, l'IA, bien sûr, et le big data. Je crois que je les ai tous cités. Ces formations-là, nous les proposons dans différents formats, donc des formats inter-entreprises avec différentes sociétés, mais aussi des formations sur mesure, voilà, pour un groupe vraiment de personnes d'une même entreprise. Tu peux passer. Voilà, et donc pour focaliser maintenant sur vraiment en détail les formations autour de la business analysis qui sont proposées donc, par SEIT, qui d'ailleurs a les 3 labels
dont parlait tout à l'heure Thibaut, que vous voyez à gauche. Donc, la business analyse chez CIT, nous avons des formations diplômantes. Donc, en business analyst, Master of Science Performance DSI, en alternance toujours. Donc, une formation donc business analyst, pareil, un Master of Science Système d'information et ressources humaines. Donc là, on est sur des formations Bac plus 5. Et donc, la formation que Jean-Michel va vous présenter, puisque voilà, il est le formateur phare de cette formation, c'est le certificat d'aptitude à la business analyse. 21 jours de formation, c'est une formation certifiante et qui donc est éligible au CPF. Voilà, je propose, Jean-Michel, de te laisser la parole pour que tu présentes ce parcours. Merci. Michel, ton micro est éteint. Ah oui. Voilà, il y avait un problème de host, enfin de. Parfait, Ok, désolé. Désolé pour un petit incident technique. Voilà. Donc merci Emmanuel de nous donner la parole, effectivement. Donc j'ai le plaisir de coordonner ce programme CABA pour les CIT depuis quelques années, donc aussi bien en Master 2 qu'en formation continue. Alors, quelques rappels que vous trouvez aussi sur le site, mais très vite, à qui s'adresse le CABA? On l'a un peu dit tout à l'heure avec Thibaut. Il s'adresse à tout le monde, à tout professionnel qui désire acquérir ce premier socle de connaissances sur je dirais, les activités, les techniques, les compétences de la business analyse. Quelle connaissance a-t-on besoin et quelle expérience pour bien bénéficier du CABA? On va dire tout simplement, c'est du bon sens, de la bonne culture générale d'une organisation, d'une entreprise, de ses métiers, mais aussi une première expérience en conduite de projet. Vous l'avez vu, le management de projet fait partie intégrante de la business analyse. Et puis enfin, puisque dans la plupart des cas, donc, la solution va porter sur une solution informatique, une application qui va répondre donc aux besoins métiers, eh bien donc il faut avoir une première culture générale de ce qu'on appelle l'architecture d'un système d'information d'entreprise. En revanche, aucune formation technique informatique n'est requise. La conformité du CABA au BABOC, c'est évident. Donc, la structure du CABA, donc toute cette formation se base sur le standard de l'EIBA. La préparation à la certification internationale ECBA, effectivement, à l'issue de cette formation CABA, là, on peut très vite se préparer et s'inscrire à passer le CBA, qui est, comme on vous l'a présenté juste avant, le premier niveau des certifications internationales proposées par l'IBA. Bien entendu, il faudra toujours du travail de révision et de l'entraînement, puisque donc, on est sur du QCM pour passer l'examen, mais cette formation donc, ECBA cette certification ECBA peut intervenir très vite à l'issue de la formation CABA. Pour les formations CCBA et CBAP, eh bien, le CABA donc, va apporter le socle de connaissances. Ensuite, c'est bien sûr lié à l'expérience que vous avez pour être éligible, comme on l'a vu précédemment. Et puis, ensuite, donc, ces deux certifications vont nécessiter un entraînement très significatif. Thibaut en a également parlé. Je passe rapidement, merci. Voilà. Les points clés de ce programme, formation certifiante, je n'y reviens pas, donc sur 21 jours. On est sur 21 jours avec 7 intervenants professionnels pour apporter donc des expériences, des approches, des points de vue le plus diversifiés possible.
Donc, 7 intervenants professionnels, dont moi-même, effectivement, donc, vont intervenir sur ce parcours de 21 jours, qu'on peut très globalement partager en 2 parties. Donc, 9 jours qui vont être centrés sur le standard, sur le Babok, et puis 12 jours qui vont compléter la vision standard par des techniques, la pratique de différentes techniques de business analyst. On va y venir juste après. La particularité de ce programme aussi, c'est de faire pratiquer pendant la formation avec la mise en application du cours sur des travaux pratiques, sur un cas d'entreprise. On va parler d'un fil rouge, c'est-à-dire qu'on va séquencer chaque jour de formation par de l'application, de la mise en pratique sur ce cas d'entreprise, avec un objectif qui est de construire progressivement ce que moi j'appelle le document majeur de la business analyst, c'est-à-dire le business case du cas d'entreprise, c'est-à-dire la proposition, la recommandation de réponse aux besoins métiers par une solution avec de la valeur ajoutée, donc le business case. Ça va aussi se traduire, ce parcours, par 2 certifications, une certification AFAV sur l'analyse de la valeur, donc après 3 jours de formation, et puis donc la conclusion du programme avec la certification IIBA sur la base d'un QCM de 50 questions. Alors, très vite, on peut classer les principaux objectifs pédagogiques en 4 grandes familles. On peut faire d'autres classements, mais j'ai préféré celle-ci, qui est relativement simple. Vous l'avez vu dans la présentation du métier. Première grande famille, on travaille sur l'analyse d'un besoin métier, un besoin de changement métier. Il y a quelque chose à transformer dans l'entreprise. Deuxième famille, on travaille sur le plan projet de la business analyst. Qu'est-ce que je dois faire en tant que business analyst pour construire donc mon projet, le plan des activités. Troisième famille, l'ingénierie des exigences, le cœur d'un projet de business analyst, naturellement, ce sont ces exigences, comment on va exprimer, documenter le besoin jusqu'au bon niveau de détail. Et enfin, donc, quatrième grande famille, c'est la conception d'une solution. Et enfin, son évaluation, donc le travail sur la proposition de solution après l'étude de faisabilité qui va bien, et puis les différentes options possibles, comparaison avec analyse de la valeur. Voilà, les 4 grandes familles. Je vais très vite aussi. Next, s'il vous plaît. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le trouvez sur le site, donc, mais quelques mots sur comment ce programme est structuré. Il est structuré en 8 modules. Là, vous avez les 4 premiers modules. Donc, le premier va rentrer dans le programme, présenter les principaux concepts et la valeur ajoutée de la business analyse. Le deuxième va donc travailler sur l'analyse stratégique, qui est quelque part le cœur du dispositif, où il s'agit de comprendre et bien formuler le besoin, et puis l'analyser. Et puis ensuite, engager les parties prenantes et le plan de travail de l'analyse. Là, ces 2 premiers modules sont sur le dispositif Babok, sur le standard Babok. Le module 3, là, on va partir sur des techniques de communication et de collaboration avec un intervenant spécialisé sur ce domaine-là. Donc, on sort un petit peu du Babok, mais on est toujours bien sûr en plein dans les techniques de business analyse. Et on va travailler donc sur les mécanismes de la communication, sur l'écoute active, sur la communication orale et aussi, bien sûr, comment gérer les conflits, puisque on peut être dans notre métier face à des problèmes de compréhension ou des conflits de priorité ou autres sur notre projet de business analyse. Le 4e module aussi sort un petit peu du Babok et est donc spécialisé sur l'analyse de la valeur selon la certification de l'Association française d'analyse de la valeur. Donc, on va être sur une présentation sur un angle un petit peu différent, mais qui est complètement aligné avec notre référentiel IIBA. Donc, comment construire un cahier des charges, proposer une réponse qui apporte de la valeur ajoutée. Next.
Et enfin, donc les 6 autres modules. Donc le 5, le business case, la conception de la solution et sa recommandation. La recommandation, donc, après analyse des coûts, des bénéfices, des risques. Donc, c'est ce que l'on va appeler le business case, qui est le document majeur de tout projet de business analyse. Le module 6 qui va être abordé un petit peu avant dans l'ordre chronologique, un petit peu avant le business case, mais donc qui va porter avec 6 journées sur l'ingénierie des exigences pour les maîtriser, comment les modéliser, comment donc les énoncer, les décrire, sans oublier la modélisation des processus métiers. J'ai vu une question tout à l'heure sur les processus métiers, bien sûr, on est en plein dedans. Donc, une partie de la réponse à un besoin va porter sur une transformation du processus métier ou des processus métiers concernés. Donc, il faut bien entendu modéliser l'état actuel, l'état futur. Donc, on est là-dessus. On a regroupé cela dans ce module ingénierie des exigences pour détailler donc l'expression de besoin au bon niveau de détail. Un focus en module 7 sur l'agilité, comprendre les concepts agiles en business analyse, savoir formuler et gérer donc des exigences selon les concepts agiles, en particulier donc le rôle du product owner à la gestion d'un backlog, etc., donc avec les techniques associées. Et enfin, donc, le module 8, on est en fin de parcours d'un projet de business analyse. Il s'agit cette fois-ci d'évaluer ce que l'on a proposé, ce qui a été réalisé, évaluer pendant une phase de test, ou pour implémenter, donc pour réaliser, pour obtenir la livraison de la solution, ou bien évaluer après livraison, donc en phase d'exploitation. Et sans oublier donc le module 8.2, on va passer aussi un petit moment sur un plan de conduite du changement, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, un des piliers, c'est le changement, la transformation. Donc, tout ce qu'on fait pour répondre à un besoin doit être accompagné le mieux possible avec un plan de conduite du changement. Et enfin, donc, la certification proposée avec un QCM de 50 questions. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. Merci, terminé. Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Merci Emmanuel. Merci, Merci Thibaut. J'ai vu une nouvelle question, voilà, que j'ai notée. Et puis si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les noter. Juste, on peut dire également que le SIEIT, donc l'enseignement ITESIA, a été une école, la première école à proposer un master propre, enfin même 2 masters aujourd'hui autour de la business analyse, et également une des premières écoles qui proposait dans le cadre de la formation professionnelle cette certification. Donc le CABA veut dire certification d'aptitude à la business analyse, et qui existe maintenant depuis combien d'années? Le CABA, il a plus de 4 ou 5 ans, il me semble. Oui. Il reste 6-7 ans, oui, au moins. Oui, ouais, c'est ça. Je me souviens, il avait été, donc ce n'est pas... c'est un truc qui est plus encore aujourd'hui d'actualité, et qui, comme je le reprenais un petit peu tout à l'heure, quand je parlais des certifications, où ce n'est pas juste concentré sur quelques jours de théorie, c'est une harmonisation, un bon équilibre entre réellement de la théorie et de la mise en pratique de cette théorie, tout en utilisant les techniques que demain vous utiliserez en tant que business analyst. Donc, la difficulté dans les techniques, c'est on nous donne la théorie de la technique et après, un jour, on doit la mettre en œuvre et puis sans l'avoir jamais fait, c'est un petit peu le passage délicat à bien utiliser et bien mettre en œuvre cette technique. Là, l'avantage, c'est que vous passez de la théorie et vous commencez à utiliser correctement les bonnes techniques de business analyst. Et pour quel résultat au final? Et on revient sur ce pourquoi vous êtes business analyst, c'est-à-dire être garant de la valeur et sécuriser la mise en œuvre d'une solution. Oui, cette formation-là, elle est bien sûr, elle s'appuie sur les diplômes SIIT qui sont déjà très pratiques. Et donc, on l'a vraiment développé en collaboration avec IBA. Et les 21 jours pour se certifier, c'est aussi le choix qui est fait pour avoir ce temps de pratiquer.
voilà, de mettre en pratique, de s'approprier les outils. Donc voilà, c'est plus pour étayer, mais c'est aussi un choix de notre part de conserver un temps qui va permettre voilà, à chaque apprenant de s'approprier les techniques. Et donc, à ce stade, on vous a un peu parlé de qu'est-ce que le métier de la business analyst. Derrière ce métier, il y a des associations professionnelles comme IBA qui répandent un peu la bonne parole, j'ai envie de dire, qui évangélisent la pratique de la business analyse, ça en France, mais également dans le monde entier. Le BABOC est un guide mondial, c'est-à-dire que où vous soyez dans le monde, vous utiliserez et vous déploierez les mêmes compétences, les mêmes techniques. Peut-être avec des éléments et des contextes qui sont eux différents, mais vous partez déjà gagnant en ayant cette maîtrise. On parlait comme quoi les business analysts sont des postes en pénurie de profit, oui c'est vrai, mais quelque part en même temps aussi, on est aussi tous un peu business analyst, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais la business analyse, on voit ça comme parfois le mouton à 5 pattes. Je ne suis pas toujours d'accord avec cet aspect-là parce que je pense que la business analyst, être analyste métier, c'est avant tout des compétences humaines. On parle souvent de la transformation digitale et de la disparition des métiers. Je pense que le métier de business analyst n'est pas un métier qui pourra disparaître parce qu'il travaille avec l'humain, il travaille, on l'a dit, la compétence de licitation. On ne peut pas faire éliciter une machine, on peut faire éliciter un humain. Donc, il travaille beaucoup avec les humains sur les besoins de ces derniers, sur la compréhension. Jean-Michel, tu parlais tout à l'heure, on voyait la notion de conflit qui, en fait, on en parle dans le BABOK beaucoup. Et c'est souvent aussi un élément déterminant pour réussir un projet, pour réussir, ne serait-ce même que de gérer un atelier où vous vous retrouvez avec des opposants au projet ou au produit. Donc, vous êtes en phase où vous devez gérer ce conflit d'une certaine manière. Donc, comment est-ce qu'on fait? Moi, j'aime bien dire que qu'est-ce que la business analyse? C'est quelque part la professionnalisation d'un métier qui est un peu plus connu, qui est la MOA. C'est la professionnalisation de la MOA, où on utilise des compétences et aussi des techniques et des outils. La business analyse, qu'est-ce que c'est dans tout ça? C'est une boîte à outils où il est nécessaire de connaître plusieurs méthodes, plusieurs outils et savoir quand utiliser ces outils en fonction des éléments de contexte. Et tout cela, ce savoir-faire, au final, vous pouvez vous former. Et aujourd'hui, notamment avec un petit peu les enjeux de France Compétences, autour de France Compétences, qui sont, il ne faut plus former pour former, puisque la formation sans certification ne sert pas à grand-chose au final aujourd'hui. En tout cas, elle n'est pas reconnue par les employeurs, elle n'est pas reconnue par le marché. C'est de travailler sur les certifications. Et alors, pourquoi avoir une certification? C'est qu'en plus, quand vous certifiez, en moyenne, on avait une étude de 2019 qui est encore rééditée. Donc pour 2020, on va bientôt avoir les résultats de cette étude, qui sera les chiffres donc, de 2021 par rapport à l'étude de 2020. On voit que quand vous êtes certifié, quand vous êtes en face de vos parties prenantes, il y a une plus grande déjà confiance en vous aussi. On comprend ce que vous racontez, ce que vous faites, etc. Vous gagnez en qualité de votre démarche, en respect, entre guillemets, par rapport à votre poste. Vous ne sortez pas, vous ne découvrez pas la chose. Et puis, le petit avantage très souvent intéressant, c'est qu'aussi vous gagnez en salaire. On voit que dans cette étude, dans plus d'un quart des cas, l'augmentation de salaire a quasiment suivi la certification. Et dans 31 d'autres cas, cette augmentation a suivi quasiment dans les 6 mois. C'est-à-dire que dans 50% des cas, sur un certifié sur deux, a vu son salaire évoluer rapidement sur les 6 mois qui ont suivi sa certification. Dans certains pays, c'est également un élément nécessaire pour ne serait-ce que prétendre à un emploi. Aller dans des pays même voisins, vous allez pas prétendre à un poste de business analyst sans avoir une certification IBA ou équivalente ou une certification partenaire. Donc aujourd'hui, c'est à la fois un métier très recherché. Peut-être que la certification, on pourrait dire, est une forme quelque part de barrière d'entrée.
mais cette barrière d'entrée permet également de proposer des business analysts sur le marché qui ont un savoir-faire, une approche qui est en fait commune à peu près entre business analyse et qui surtout, parce que quand vous faites certifier au niveau UBA, c'est un petit peu quand vous devenez médecin, vous signez quelque part une déontologie euh, et un savoir-être et un savoir-faire euh, que vous devrez défendre au travers de cette certification. Et puis, vous avez la chance également de rejoindre une communauté qui est quand même assez intéressante, il me semble. Si vous avez des questions sur la certification par la suite, n'hésitez pas, alors pour les certifications d'IBA à revenir vers nous, pour les certifications du CABA à revenir vers le SIEIT. Si vous avez également quand même des questions sur le CABA, n'hésitez pas, on pourra suivre côté IBA. Et puis, on pourra parfois même y répondre dans la limite de nos connaissances, mais en général, on les fera suivre. Oui, On il y a arrive. quelques Oui. questions, en effet, sur le CABA et puis quelques questions sur ta présentation au départ. Donc, je Alors, propose qu'on les adresse. je terminerai juste avant de répondre aux Oui, questions pour bien rappeler sûr. que Ah oui, n'hésitez pas à déjà adhérer si vous souhaitez aller plus loin au chapitre IBA France et à IBA. Également, deux autres événements, le 30 novembre 2021 sur le thème de le Green IT qui est organisé au sein de l'ESUIT. Je vais nous en parler rapidement, Emmanuel, et on répondra après aux questions. oui, donc c'est un webinaire sur ce format comme ce soir qui va justement traiter un thème pour lequel nous avons une ligne de formation qui est vraiment dédiée parce qu'elle est pour nous vraiment importante à intégrer dans les métiers, l'ensemble des métiers qui visent la transformation numérique. L'informatique, au sens large, c'est le numérique responsable. Voilà, donc on y consacrera 1 heure avec une intervenante aussi experte du sujet. Voilà, donc on est en cours de construction, mais pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent tout à fait nous envoyer un email à l'adresse que tu montrais tout à l'heure, formationcontinue@si-it.fr, et puis nous leur enverrons le lien pour s'inscrire. Nous partagerons le support à la suite de ce webinaire avec vous, avec toutes les personnes qui étaient inscrites. Également, dans vos agendas, du 13 au 15 décembre, donc une conférence sur 3 jours à distance, qui sera la première conférence francophone de l'IBA, qui va rassembler pas moins de 3 continents, c'est-à-dire le continent africain, le continent européen et le continent américain, ainsi que d'autres continents où il y a également des personnes qui parleraient français. Mais en tout cas, on a des chapitres. On a le chapitre de Côte d'Ivoire, le chapitre d'Algérie qui est en train de se monter, du Maroc qui est en train de se monter également. Naturellement, le chapitre français, le chapitre belge, le chapitre suisse, le chapitre canadien. En somme, tous les pays francophones se sont réunis pour organiser cette première conférence francophone. Pourquoi? Parce que nous allons prochainement proposer le BABOC qui sera traduit en langue française, alors un vrai français, un pas un français. Actuellement, vous avez un BABOC français, mais en français canadien. Ce n'est pas forcément les mêmes termes métiers que l'on retrouve dans la pratique européenne. Donc, on aura un BABOC français européen, mais également on traduira, on aura d'ici là, d'ici décembre, la traduction de la certification ECBA qui à partir de décembre pour être passée en français, et les autres certifications vont suivre par la suite. Et en somme, IBA a annoncé que 2021 et 2022 seront l'année de la francophonie parce que on est quand même une grosse communauté au sein de l'IBA et où on demande d'arrêter un peu avec l'anglophone et d'avoir un peu plus d'éléments francophones. Et donc le chapitre, l'association est en train de mettre un effort assez important, et tout cela notamment avec le lead des chapitres canadiens, français et suisses. On peut répondre aux questions maintenant si vous souhaitez. Alors, j'ai noté la première question. Un business analyst peut-il avoir toutes les compétences pour concevoir, mettre en œuvre, itérer? 3 petits points. Alors, ça veut dire quoi, avoir toutes les compétences? Est-ce qu'il Alors, doit avoir toutes les ouais. compétences qu'on a citées tout à l'heure sur les compétences, les domaines de connaissances?
Mais j'ai envie de dire, vous avez, à un moment, vous avez expliqué différentes phases, hein. Si j'entends bien, on parle d'itération, on parle de recherche à question. Oui, pour concevoir, pour mettre en œuvre, pour itérer, c'est en lien avec la slide que tu montrais justement sur les différentes phases. J'ai pas le numéro en tête, mais Je répondrai plus généralement. Est-ce qu'il doit avoir toutes, en fait, la question est, est-ce qu'il doit être expert de toutes les compétences pour savoir faire tout ça? Je dirais non. Par contre, il doit avoir un minimum de sensibilisation à chacune. J'aurais, la sensibilisation peut être même par déjà lire le bas-book et comprendre un petit peu la démarche à réaliser. Ce n'est pas des compétences qui demandent beaucoup d'expertise non plus, hein, souvent. Mais pour comprendre ce que l'on fait, pour comprendre où est-ce que l'on veut aller, mais un peu comme vous, quand vous découvrez quelque chose que vous ne connaissez pas, la première chose, c'est peut-être une recherche Google ou autre. Bon, ben là, ça allait chercher un élément, une information. Si la deuxième question, c'est faut-il avoir toutes les compétences pour réussir? Donc là, je dirais c'est plutôt souvent des profils un peu plus seniors parfois. Euh, je dirais quelque part, il ne faut pas être expert pareil de tout, hein. Personnellement, je ne crois pas en l'expertise et j'ai même parfois peur des experts parce que le danger d'être un expert, c'est de penser qu'il n'y a qu'une seule approche pour résolver la chose, hein. Je prendrai l'image, hein, en 2008 avec la crise financière. On avait à l'époque le président Sarkozy qui expliquait que le gros problème qu'on a eu dans cette crise, c'est qu'on avait des experts qui ont en fait repris ce qu'on leur avait appris à l'école et qui ont reproduit ça en 2008 sans trop réfléchir à est-ce que les circonstances sont différentes de 1930 et au final, le résoudre, ils ont juste enfoncé. Le danger d'un expert, c'est de peut-être avoir une mauvaise tendance à réutiliser ce qu'il sait faire. Et, alors que le business analyst, une de ses compétences, c'est toujours de se poser la question, de se lui-même se challenger, de ne pas partir. On dit un bon business analyst, hein, quand j'ai commencé à être business analyst, à l'époque, mon patron me disait euh, un bon business analyst, il a un discours, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais pas, Jean-Michel, si tu veux compléter. Oh, oui, peut-être en ajoutant une compétence que je pense transversale et fondamentale dans tout ce qui est demandé pour un business analyst, c'est la relation. C'est un métier de relation avec les parties prenantes. Donc on est à l'écoute, on établit la confiance, on analyse ce qui nous est demandé, on propose. Donc voilà, compétences de communication, collaboration, pour moi c'est absolument fondamental, hein. Si je voulais en retenir que deux, ce seront celles-ci. Les compétences humaines. On travaille dans l'humain. Il y avait d'autres questions, Emmanuel? oui, oui, tout à fait. Alors, il y en a une autre également, et j'ai vu que tu l'avais vu. Je découvre le thème d'analyste métier. J'imagine que c'est à mettre en lien avec la transformation des process métiers. Donc, tu en parlais tout à l'heure. Alors, si on doit revenir un petit peu là-dessus, oui et non, enfin plutôt non, parce que je découvre moi le côté process métier, alors bien que alors, je suis également dans le conseil d'administration de France Processus et je porte tout le panel, tous les aspects innovation autour des processus et autres. Euh, En réalité, business analysis, c'est un peu parti quand le secteur public a commencé à prendre de plus en plus commencé à de plus en plus regarder un peu le métier de business analyst. Et en fait, dans le secteur public, souvent, on a un peu du mal avec les anglicismes. Et donc, notamment, c'est un peu le Canada et notamment Québec, hein, parce que Québec, euh, pour ceux qui ne savent pas, hein, on cherche vraiment, j'aurais pas envie de dire à interdire, mais à éradiquer tout terme anglais. Et au Québec, par exemple, business analyst, on appelle ça analyse d'affaires. Et donc, la première traduction qu'on a eue du terme business analyst, ça a été analyse d'affaires. Or, analyse d'affaires, en France, c'est vrai que ça ne parlait pas trop au niveau du chapitre France, au niveau des chapitres suisses. On n'était pas très à l'aise avec ce terme. Et on a eu ensuite différents autres termes qui sont arrivés. Alors,
on reprochait de jamais avoir un bon terme pour parler de notre métier, ben, commençons à nous donner un bon nom de métier, et ensuite on verra pour qu'il soit utilisé. Et donc, on n'était pas trop d'accord. Et en fait, pour tout vous dire, le terme analyse métier a été arrêté encore là récemment, c'est-à-dire dans le cadre de la traduction du BABOC en français. On ne voulait pas garder analyse d'affaires, on ne voulait pas garder business analyst. On voyait le terme analyse métier qui était de plus en plus utilisé et souvent dans le secteur public. Et en fait, nous, ça nous parlait. Parce que, pourquoi également, c'est que dans le côté analyse d'affaires, on sous-entend l'aspect commercial derrière la notion business. Or, dans le BABOC, on définit une organisation comme étant, la notion organisation n'est pas forcément associée à la notion entreprise. Elle peut même aller plus loin que ça. Elle peut faire référence à la société civile ou autre. Et dans une société, on aura toujours différentes, une partie opérationnelle ou autre. Donc, on aura toujours un petit peu le métier. Donc, le terme analyse métier nous semblait intéressant. Et puis aujourd'hui, on l'a vu, hein, avec le Covid, on n'a jamais autant parlé du métier, c'est-à-dire des aspects opérationnels par rapport à toute autre partie de l'entreprise. Et donc, on a bien aimé retenir ce terme. Très bien. Régulièrement, dans les offres d'emploi, des compétences techniques en informatique sont requises. Savez-vous la raison? Ça rejoint un petit peu sur ce que j'expliquais tout à l'heure. On est encore, beaucoup d'entreprises sont encore un peu, découvrent un peu ce métier. Si vous regardez la fiche APEC de qu'est-ce qu'est la business analyst, eh bien, on voit quelque part même des éléments qui sont un peu liés à de la finance, à des tableaux de bord, etc., qui sont exprimés comme étant une compétence. Je dois dire que moi, en quasiment 10 années de projet, j'ai jamais fait vraiment des tableaux de bord. Enfin, j'ai pas fait des tableaux de bord financiers, en tout cas. J'ai fait des tableaux de bord, mais pas des tableaux de bord financiers. Et si je comprends la finance, on va dire à titre personnel, je ne me suis jamais avancé avec mon expertise financière devant un client. Je laissais plutôt ça à d'autres. Et donc, ça rejoint un petit peu tout ça, où on se retrouve parfois avec recherche des business analysts. Et c'est un peu le problème, c'est qu'il y a certaines entreprises qui recherchent un peu le mouton à cinq pattes. Et donc là, je dirais, à vous de vérifier s'ils recherchent plutôt une personne qui a la compétence informatique et qui en fait a eu un titre maquillé de business analyst, ou est-ce qu'ils recherchent réellement un business analyst. Et donc, dans ce cas-là, en tout cas, moi, je le fais. Je vais parfois voir les recruteurs en me disant, vous vous trompez sur le métier. Bon, et j'explique. Et puis, je m'appuie également sur ce que dit IBA France ou ce que dit IBA ou même d'autres schémas d'organisation. Et voire même parfois, avec un peu de culot, je vais même regarder le client, quelle est sa vision du business analyst, et puis je le montre en lui disant, vous voyez, en fait, si vous recherchez un business analyst, alors prenez-moi. Si vous cherchez un expert en outils, en effet, je ne suis pas là. Oubliez-moi. Ok. Merci. Alors ensuite, il y a tu veux compléter, hein? Oui. Ouais, enfin, je pensais qu'il peut y avoir effectivement de la confusion avec le terme business data analyst, par exemple. Vous pouvez trouver des offres business data analyst, hein, où là, on est sur des compétences, des métiers d'analyse de données, métiers, hein, pour pouvoir proposer, interpréter, hein, mais on est sur de la spécialisation. On n'est pas dans notre cadre général de la business analyst. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut parfois prêter à confusion. Après, j'ajouterais dans le métier de business analyst, quand vous êtes beaucoup, hein, à l'heure actuelle, on le retrouve beaucoup au niveau des services IT, vous êtes beaucoup dans des solutions IT en tant que business analyst, et quelque part, vous vous retrouvez à découvrir, hein, à devenir un peu bon sur certains éléments. Euh, Personnellement, moi, je suis issu d'une école de commerce de mes études. J'ai fait en 10 années d'analyse métier. Aujourd'hui, j'ai appris à devoir coder en Java, à devoir coder en certains éléments, à déployer des outils. Je fais de l'infra. Voilà. En fait, j'aurais envie de dire que tout ça, ça met un peu en avance le côté un peu autodidacte, hein. Je pense que le business analyst doit être un petit peu autodidacte lui-même, ne pas avoir peur d'aller sur des terrains qu'il ne maîtrise pas toujours.
Très bien. Alors, la question suivante concerne donc le certificat d'aptitude que Jean-Michel a présenté. La formation peut-elle se faire à distance? Alors là, on a par exemple une session qui débute le 18 octobre et on a donc la formation se déroule la journée de 9h à 17h30 et en fait on a parce qu'on le peut des modules qui se dérouleront à distance via un outil de classe virtuelle et on a également des modules qui se dérouleront en présentiel, notamment voilà, je pense aux modules qui sont plus liés aux soft skills, voilà, la gestion de conflits par exemple. Voilà. Donc c'est un format hybride finalement qui est proposé, voilà, parce qu'on peut à nouveau quand même voilà, réunir des participants avec des conditions, voilà, les bonnes conditions bien sûr sanitaires qui sont mises en œuvre. Jean-Michel, si tu veux bien sûr compléter, n'hésite pas. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Hein. On peut bien sûr suivre cette formation à distance. Par contre, quand il s'agit de travailler sur la communication, je pense qu'il faut se voir, il faut se parler, il faut être face à face. Hein, mais voilà. Le bon schéma, c'est le schéma hybride. Et donc, voilà. Bonjour à tous. La certification est-elle facilement compatible avec une activité professionnelle en cours, appliquée directement et simultanément à des projets en cours ou à venir? Merci. Alors, c'est toi, Thibaut? je ne sais pas, tu peux répondre pour le CABA, je répondrai pour les certifications IBA. Oui, d'accord, très bien. Bah, pour le CABA, Jean-Michel pourra bien témoigner parce que tu accompagnes aussi beaucoup de collaborateurs et de salariés. Voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se déroule voilà, sur un mois et demi. Par exemple, la prochaine débute le 18 octobre et se termine le 30 novembre, donc avec un planning qui est bien sûr connu au départ. Il y a donc des sessions qui se déroulent à distance, d'autres en présentiel, voilà, sur des formats horaires de 9h à 17h30, voilà, qui sont des horaires voilà, assez classiques en termes de formation. Et on a, par rapport je dirais aux personnes qui suivent la formation, participants, oui, nous avons des personnes qui sont en activité professionnelle et qui donc voilà, viennent se former. Ça nécessite, comme le disait Jean-Marie, aussi bien sûr du travail personnel, enfin Jean-Michel, pardon, du travail personnel sur le cas notamment. Tu en parleras mieux Jean-Michel que moi, mais voilà, donc il y a bien sûr du travail aussi à faire à côté de la formation. Voilà, donc c'est important de le prévoir, mais la formation ne se fait pas sur 21 jours consécutifs, elle est étalée voilà, dans le temps. Je crois qu'il y a une autre partie de la question qui porte sur est-ce que cette formation peut s'appliquer directement et simultanément à des projets en cours ou à oui, venir. Tout à fait. Moi, je la comprends au sens où, pourquoi pas dans le cadre de la formation, en fonction du nombre de participants et comment on peut la gérer au mieux, et on peut très très bien passer un moment sur un cas d'entreprise réel sur lequel un participant souhaite donc travailler hein, et qui peut bénéficier d'ailleurs à tout le groupe. Donc, hein, c'est tout à fait envisageable. Hein. On s'adapte, on est flexible dans le cadre de cette formation. On peut travailler sur des vrais projets hein, s'il y a une demande, hein, si c'est faisable. Hein, donc il y a aussi des formations particulières intra-entreprise où on travaille réellement sur des vrais projets. Ça, c'est un schéma que l'on peut proposer aussi. Qu'on a déjà fait, oui, tout à fait. Sur des projets vraiment de transformation liés à l'entreprise en elle-même. Voilà. Donc on est dans un rôle de coaching, enfin de. Vous avez le droit de À donner la un fois nom de. ou pas? Pardon? Vous avez le droit de nommer le client ou pas? J'en ai en Oh, tête. il y a plusieurs, voilà, il y a différents secteurs, mais notamment le secteur de la banque et assurance. Voilà, c'est vrai que c'est un secteur qu'on a déjà accompagné, par exemple.
Je répondrai pour IBA. Alors, côté IBA, vous avez compris, pour se certifier, il y a plusieurs modes sur les certifications IBA. Ou vous préparez cela de votre côté en auto-formation. Et donc, c'est une lecture du BABOK, une compréhension. Essayez de vous rapprocher en nous contactant pour qu'on essaye de vous proposer un tuteur ou quelqu'un qui puisse vous aider en cas de question. Euh, ou vous passez par des organismes de formation spécialisés. Et donc là, généralement, ces organismes, ça vous propose des formations autres enfin, j'ai envie de dire, l'organisation standard. Hein, c'est généralement, dans les certifications IBA, c'est des formations de 3 à 5 jours où vous faites pendant 3 à 5 jours, vous étudiez le BABOK, vous préparez la certification et ensuite vous devez vous organiser pour passer la certification. Donc, en somme, vous aurez une certification ou une formation sur une courte période, une période restreinte. Vous pourrez directement après mettre en application ou pas, sachant que ce que vous voyez principalement dans la formation, c'est la théorie. Il y a moins de coaching, il y a moins tout ça, je dirais peut-être, dans les formations standards. Tout dépend après des organismes de formation, parce qu'aujourd'hui, pareil, avec France Compétences, les organismes de formation sont obligés de suivre l'après-formation avec leur stagiaire, il me semble. Ça, c'est Emmanuel, je parle sur son contrôle. Il me semble, le domaine de la formation, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Après, sinon, il y a également, alors, on va bientôt le relancer pour cette année, le chapitre français organise ce qu'on appelle le groupe d'études, le suivi groupe, où en fait, c'est une préparation collaborative des certifications, donc sachant que nous, on prépare au plus haut niveau, c'est-à-dire le CEBAP. Ce groupe d'études est assez particulier parce que ce n'est pas des élèves avec un professeur. C'est chaque élève devient un peu le professeur d'un soir et va présenter un peu le chapitre, sa compréhension. Et quand je vous disais, moi, j'anime ce groupe, hein, je rectifie ou j'apporte des compléments d'information. Et également, j'aime bien demander, avant un petit peu la formation, que la personne vienne illustrer par rapport à son projet, d'avoir des projets qu'il a pu en amont réaliser ou qu'il est en cours de réalisation. Et puis, on peut travailler de manière collaborative à qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, etc. Sur cela, hein, c'est aussi un des objectifs un petit peu 2022 hein, qu'on essaye de faire. On voulait le faire déjà en 2021, mais on n'avait pas pu. C'est faire ce qu'on appelle les soirées de l'échec, une fois tous les 2 mois, où on parlerait de l'échec des projets et on essaierait de répondre de manière commune à pourquoi est-ce que le projet aurait échoué et comment, en tant que business analyst, peut-être on aurait pu apporter des pistes pour justement le réussir. Voilà. Donc, en fait, vous avez compris, là où vous êtes dans de l'auto-formation, où vous passez par de la formation payante pour préparer une certification CEBAP ou une certification IBA, ou vous passez par le groupe d'études, ou vous passez sur une formation qui allie théorie et pratique en travaillant en suivant le CIT. Et pour terminer, on a une dernière question avant de peut-être de La dernière clôturer. question. Je vois, il est 20h, 20h05. Alors, dans cette phase de transition, si l'on souhaite se certifier sans savoir encore quel niveau passer, vaut-il mieux travailler avec un BABOK anglophone ou francophone? Alors, si le français est votre langue natale, et en fait, travaillez avec la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. C'est ma recommandation. Mais maîtriser certaines terminologies du BABOK en anglais parce que on a certaines questions qui vont jouer un peu sur les mots en anglais. On a des réponses du coup dans le QCM parfois très très proches et c'est justement le fait d'avoir compris un peu la finesse que l'on retrouve dans certaines tournures de phrases en anglais qu'on ne se fera pas piéger. Moi, je n'ai pas un super bon anglais, je ne parle pas souvent anglais et je travaille plus avec le BABOK en français. Et puis quand je veux plutôt mieux comprendre, parce que j'anime les formations et notamment la formation au CBA, au sein de BPMS, je cherche plutôt à avoir les éléments un peu les anglicismes. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, cette certification, on pouvait la passer qu'en anglais.
Dans le study group, je recommande également de travailler sur les deux, également, la version française et la version anglaise. J'aurais envie de dire si la vraie question, c'est de savoir quel est le niveau de certification que vous allez passer. C'est ça, en fait, la vraie question. Oui, Si vous avez, moi, généralement, je ne recommande pas CCBA. CCBA, c'est un petit peu la certification entre deux. Euh, où vous faites ECBA, qui est en fait la théorie, où vous avez une expertise et vous faites CBAP. Si vous voulez CCBA, je vous dis, ben, attendez encore 2 ans. Vous avez déjà 3 ans. Attendez 2 ans et passez CBAP parce qu'elle aura plus de poids et elle a une meilleure reconnaissance. Après, si en effet vous êtes un peu pressé, hein, parce que si c'est dans le cadre de la recherche d'un emploi, vous n'allez pas attendre 2 ans pour rechercher votre emploi. Donc oui, dans ce cas-là, regardez CCBA. Et donc, dans cette théorie, ça veut dire qu'au final, il n'y a plus que réellement 2 certifications qui sont le CBA et CBAP. Et donc, la question est très simple. Vous devez justifier un certain nombre d'heures dans les 5 grands domaines de connaissances définis par le BABOC. Si vous n'êtes pas capable de définir ou de montrer une certaine expertise dans chacun de ces 5 domaines avec les nombres d'heures requis, ben, vous ne pourrez pas prétendre à CBAP. Donc la question se tranche assez rapidement en fait. très bien. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. S'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser voilà, via le chat ou aux adresses, un mail que vous a présenté Thibaut. On vous Thibaut, je te renvoie laisse. on vous Voilà. envoie de toute Ouais. façon la présentation d'ici demain. Et également, je pense, sur le site de IBA, enfin, sur les réseaux d'IBA France et sans doute chez ESI IT, vous pourrez retrouver également la vidéo de ce webinaire pour voir un petit peu les éléments. Et quoi qu'il arrive, tant côté IBA comme côté ESI IT, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une très Merci bonne beaucoup. soirée et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup Merci à vous. Merci, Merci, merci merci à à tous. tous. Bonne soirée. et bonne soirée.